Comme le disait notre vieil ami Chateaubriand, c'est une très méchante manière de raisonner que de rejeter ce que l'on ne peut comprendre. Et comme nous sommes de ceux qui ne rejettent jamais d'en apprendre toujours un peu plus sur l'actualité des entreprises, voici les 4 points que nous allons aborder cette semaine avec le timing associé. Alors installez-vous confortablement, c'est Tim qui vous parle et débutons sans plus attendre par l'accord Veolia-Suez. Vous avez tous entendu parler de la bataille opposant ces deux grands groupes lors de ces 8 derniers mois. Et c'est après de multiples recours en justice et l'intervention de notre ministre de l'économie Bruno Le Maire que les deux géants internationaux sont enfin arrivés à un accord. Pour rappel, ils se placent respectivement à la première et seconde place dans les secteurs de l'eau potable, l'assainissement ainsi que la gestion des déchets. Mais alors, pourquoi Veolia accorde-t-elle autant d'intérêt à Suez, me diriez-vous? Il s'avère que le marché mondial de ces deux entreprises est de plus en plus concurrentiel, et Veolia estime qu'en rassemblant les deux entreprises, cela lui faciliterait l'investissement dans la R&D ainsi que dans des technologies de rupture, et de ce fait, contrer la concurrence. Mais alors, comment cela a-t-il commencé? Revenons un peu en arrière. Tout a commencé le 31 août. Date à laquelle Antoine Frérot, PDG de Veolia, fait une offre de rachat d'actions, non pas à Suez, mais à Engie, qui détient 32% de cette dernière. L'offre pour ce premier bloc, à 18 € l'action, soit un total de 3,4 milliards d'euros, avait été accueillie favorablement par le groupe Engie, malgré le désaccord de la direction de Suez, et notamment de Bertrand Camus, DG de Suez, qui avait ajouté qu'il n'y avait pas de garantie en termes stratégiques concernant ce rachat. En octobre dernier, Engie finit donc par céder 29,9% de Suez à Veolia. Souhaitant démanteler le projet d'Antoine Frérot, la direction de Suez se met alors à déployer des mesures ultra protectrices, notamment en créant une fondation néerlandaise afin d'y loger l'actif Suez Eau France, pour contrer une possible revente à un tiers après la prise de contrôle de Veolia. Or, Veolia voulait céder cette filiale à un fonds français du nom de Meridiam, afin d'éviter de se faire sanctionner par l'autorité de la concurrence, qui aurait vu là la création d'un monopole du marché de l'eau par Veolia. C'est alors que Veolia repart à la charge et lance une OPA le 18 février. C'est une offre publique de rachat et s'attaque aux 70,1% restants au prix de 18 € l'action, soit une opération de 7,9 milliards d'euros. Suez s'oppose à cette fusion et exige 22,5 € par titre. Soit quoi Veolia répond par une augmentation de son offre à 20,5 € le titre. Suez tente alors un dernier coup en indiquant avoir signé un accord avec l'opérateur australien Cleanaway pour la cession des activités de déchets en Australie, alors que cette dernière est clairement identifiée comme stratégique et tente de dilapider ses actifs tout en acceptant en même temps de vouloir parvenir à un accord avec Veolia. Une situation assez bancale. Et c'est le 12 avril 2021 que l'accord entre les deux groupes parvient via un communiqué de presse. Il met en avant la résiliation de l'accord avec Cleanaway, la désactivation de la fondation néerlandaise, ainsi que toute autre cession significative en cours. Le rachat se fera au prix de 20,5 € l'action pour un total de 25,3 milliards d'euros, dette incluse. Veolia récupérera l'essentiel des activités stratégiques internationales et atteindra un chiffre d'affaires de 37 milliards d'euros. Suez conservera son activité en France ainsi que ses activités en Europe, Afrique, Inde, Chine et Australie, pour un chiffre d'affaires estimé à 6,9 milliards d'euros, soit 40% de celui de 2020. L'accord définitif aura lieu le 14 mai pour une session complète à l'automne. Aux dernières nouvelles, le groupe Ardian renoncerait à entrer au capital du nouveau Suez et c'est Meridiam qui détiendrait seule la future entité. Du côté du prix de l'action, la nouvelle a été prise positivement avec une augmentation de la part de Veolia et Suez. Certains analystes donnent au cours de Veolia un objectif à 29 € et 21 € pour Suez. Et vous, qu'en pensez-vous? Allez-vous vous positionner? Passons maintenant à l'info concernant Janet Yellen. Après le plan de relance annoncé par Joe Biden, dont le financement se fera par une augmentation de la taxation des entreprises passant de 21% à 28%, Janet Yellen, ancienne présidente de la Fed et actuellement secrétaire au Trésor sous l'administration Biden, ouvre la voie à une réforme de la fiscalité internationale avec sa proposition d'un taux minimum sur les sociétés à l'échelle mondiale. À l'heure actuelle, le taux plancher est de 10,5% et passerait à 21%. L'idée est de moduler l'impôt sur les sociétés en fonction des profits réalisés de manière effective dans chaque pays, quel que soit le lieu de résidence fiscale. Cette réforme vise particulièrement les géants du numérique, tels que Amazon, Google, Facebook, qui auraient, comment dire, tendance à faire de l'optimisation fiscale en étant polis. Cette proposition a été applaudie par Paris et Berlin, car cela va en faveur de ce qui avait été négocié avec l'OCDE concernant la taxe GAFA. Un accord espère être trouvé d'ici la prochaine réunion des ministres des Finances et banquiers centraux du G20, qui aura lieu le 9 et 10 juillet prochain.
Précédemment, une augmentation avait été envisagée, passant ce minimum à 12,5%, ce qui était déjà difficilement envisageable, donc un doublement de ce taux risque d'être très compliqué. Affaire à suivre. Qu'en est-il maintenant de Coinbase? Je vous en avais parlé la semaine dernière, l'introduction en bourse de Coinbase à 381 $ l'action a fait fureur jeudi dernier et est promis à un avenir radieux. Même si son directeur général Brian Armstrong a préféré vendre 750 000 titres pour empocher pas loin de 292 millions de dollars. La valeur a atteint 429 $ pour brusquement chuter aux environs de 332 $. Que faut-il penser de cette valeur? D'après Larry Sermark, directeur de la recherche chez The Block, la corrélation avec le Bitcoin sera très importante une fois que l'action se sera stabilisée. Lorsque le prix du Bitcoin baisse, il est inévitable que le chiffre d'affaires de Coinbase et par nature, le prix de son action recule également. Et notamment quand on voit la chute du cours du Bitcoin la semaine dernière. Pour info, le fonds ARK a acheté pour 64 millions de dollars d'actions de la plateforme d'échange et a cédé pour 99,5 millions de dollars d'actions Tesla. Valeur à suivre du coup, et vous, qu'en pensez-vous? Passons à la dernière info de la semaine, un article de Bloomberg relayé par les Échos. Les cours des cigarettiers ont chuté après un rapport du gouvernement américain déclarant la possibilité de n'autoriser seulement les cigarettes avec un niveau de nicotine si bas qu'ils ne seraient plus addictifs, ainsi que de bannir les cigarettes mentholées aux États-Unis. La plus importante chute va au groupe American Tobacco avec 8,2%, puis Imperial Brand avec 7,9%, Altria Group avec 6,4% de baisse. Pour donner un ordre d'idée, cela représente une perte de 6 milliards de dollars pour le groupe Altria. Quant à Philip Morris International, on voit que son cours a augmenté durant le mois d'avril, car il ne vend plus de cigarettes aux États-Unis. Les experts du secteur parlent d'une disparition des fumeurs aux États-Unis avant 2050. Et c'est maintenant que vient ma question. Pensez-vous que les cigarettiers vont survivre à la nicotine dans les prochaines années? Et qu'en sera-t-il de vos investissements dans les cigarettiers? J'attends vos retours en commentaire. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le faire savoir. C'était Tim et on se dit à la semaine prochaine.